Dans un premier temps, moi j'ai commencé, comme ils disent, l'aventure Free en mars 2012. Donc j'ai intégré l'entreprise en tant que conseiller multimédia. Plus précisément, j'étais à l'assistance technique pour pouvoir répondre à l'offre mobile. Puis après, je suis parti sur l'offre technique pour la Freebox. Mais actuellement, je prends la parole en tant que délégué syndical Sud au sein de Mobipel. D'accord, et vous êtes devenu syndicaliste quand chez Mobipel? Ça n'a pas pris malheureusement du temps, entre guillemets. J'ai intégré, comme je l'ai dit, en mois de mars et j'ai pris mes fonctions syndicales au mois de septembre puisque dans ce laps de temps, j'avais considéré que les conditions de travail n'étaient pas celles qui devraient être dans un centre de contact de la marque Free, tout simplement. Moi, je me souviens que j'étais le plus productif à l'époque. Quand j'étais en mobile, je pouvais traiter entre 1500 et 1700 appels par mois. Donc si vous faites un ratio par jour, ça faisait à peu près plus de 70 par jour. Donc c'est une cadence qui est infernale. Il faut savoir également qu'on avait un système de primes qui était… 70 appels sur 8 heures de travail. 7 heures. 7 heures. 7 heures de travail. 10 appels de l'heure. C'est ça. Avec un temps de wrap-up, de post-appel, de combien de temps? De zéro. Zéro, c'était en flux tendu. Faut savoir que c'est comme tous les centres d'appel, vous connaissez mieux que moi, vous avez le serveur vocal interactif qui donc vous fait rentrer les appels, donc on appelle entrant sur notre outil. Et nous n'avions pas la possibilité de pouvoir mettre un temps entre les deux pour pouvoir soit souffler, soit historiser l'appel. C'était en flux tendu. Donc aucune possibilité de pouvoir se reposer pendant ce temps-là. Il faut savoir que mon syndicat Sud est également présent chez Orange, éventuellement, et c'est Téléperformance. Donc on a pu comparer sur le secteur des télécoms, donc les 4 opérateurs français, et on a pu également comparer après avec on va dire les grandes entreprises sous-traitantes de centres de contact. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, depuis des années, que ce soit à Mobipel, à Qualipel, donc celui qui est à Vitry-sur-Seine ou même à Centrapel à Paris, effectivement le turnover moyen, donc ça c'est effectivement le chiffre qu'on a pu décerner, il est à peu près de 25%, ce qui est relativement élevé. 25% à 30% de turnover chaque année, je parle bien, c'est quand même assez important, donc un quart des salariés quittent l'entreprise chaque année. Donc nous on a pu comparer avec le bilan social d'Orange. Et je n'ai pas le titre en chiffres, mais je sais qu'il était largement inférieur à 15%. De mémoire, je crois qu'il était entre 8 et 12% sur une masse salariale qui est beaucoup plus importante. Donc oui, je peux considérer, moi, avec les éléments que j'ai depuis ces dernières années, que le turnover des centres de contact de la marque Free sont vraiment très élevés par rapport à la moyenne de ce qui peut se faire dans les secteurs des télécoms français. Alors déjà d'une part, comme je vous l'ai dit, Sud est présent sur les autres opérateurs, donc effectivement j'ai pu comparer avec les bilans sociaux des autres opérateurs et effectivement ça saute aux yeux, on est unanime là-dessus, que ce soit moi ou mes collègues. Donc c'est quelque chose qui ne se pratique pas chez les autres opérateurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de licenciement ailleurs. Ce que moi j'essaie de vous dire, c'est que oui, c'est rare de voir qu'un opérateur télécom français ait recours de façon industrielle au licenciement pour faute grave et de façon systématique. Je suis quand même obligé de dire un petit mot sur ce rapport d'experts parce qu'ils ont réussi à obtenir les notifications. Donc ils ont pu voir justement les motifs qui ont été invoqués lors de ces licenciements, donc pour faute grave. Et il s'avère qu'effectivement, beaucoup ne devraient même pas être pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse. Et beaucoup ne sont pas en lien avec ce fameux abandon de poste. Ça peut être parfois, on va considérer qu'il y a de la fraude, on va considérer que le conseiller a mal répondu à un abonné. Donc tous les moyens sont bons pour pouvoir justifier une faute grave et le licenciement. Donc moi je considère avec les éléments que j'ai, oui effectivement, que Free est atypique sur ce côté-là. C'est vraiment l'industrialisation sur le temps d'un procédé qui consiste à faire de la faute grave pour économiser le préavis. Chez Free, pour un conseiller, vous avez un salaire fixe, comme tout à chacun, et une part variable qui permet de motiver le collaborateur. Et normalement, la sécurité sociale, lorsqu'elle va calculer ce qui s'appelle vos indemnités journalières de sécurité sociale, donc pour vous indemniser de votre arrêt maladie, eh bien, elle a besoin que l'employeur lui fournisse une attestation de salaire avec le montant de ce qu'elle gagnait. Et sur ce montant-là, l'employeur aurait dû mettre la partie donc fixe et le variable. Le variable, c'est quand même 890 € maximum, donc c'est quand même un tiers du salaire, pour pouvoir calculer ce qui s'appelle le salaire de référence. Et ce qui se passe chez Free, c'est que quand il envoyait donc, le montant du salaire à la sécurité sociale pour qu'il calcule ses IGSS, il ne donnait que le montant fixe.
Donc pour être à peu près dans les proportions, 1 600 € bruts. Il manquait les 890 €. Donc imaginez-vous pour chaque jour passé en arrêt maladie, l'employeur ne déclarait pas le montant de la prime, donc ça représente des sommes qui sont astronomiques. Pour nous, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est une industrialisation d'un procédé qui consiste à économiser même sur l'arrêt maladie. Moi, c'est comme ça que je le perçois parce que quand on va voir l'employeur, on lui pose des questions, on voit qu'ils savent qu'ils étaient dans l'erreur et ils se sont dit tant que ça ne se voit pas, on continue comme ça. Il faut savoir que ce procédé-là que je vous parle, il est pratiqué depuis 2012. C'est pas quelque chose qui est ancien quand même. Le fait qu'un comité d'entreprise ait recours à l'expertise pour l'aider dans ses choix, dans ses avis, émane des lois. C'est la loi Rebsamen qui prévoit que lorsque l'employeur consulte le comité d'entreprise sur ce qui s'appelle les orientations stratégiques, donc que va faire l'entreprise pendant 3 ans, il a le droit d'être aidé par un expert comptable pour qu'il lui explique ce que lui dit l'employeur. Et donc ça existait, maintenant ça a toujours existé. Et donc il est légitime qu'un comité d'entreprise commande un rapport d'expert pour lui expliquer les choses. Il faut savoir également, Manuel, que ce rapport d'expert se base sur des documents qui sont transmis par l'employeur. Donc on n'est pas sur un parti pris, on est là juste pour mettre en lumière ce que propose l'employeur, mais de façon plus précise pour que le comité d'entreprise puisse être avisé. Donc c'est bien l'employeur qui donne les éléments au comité d'entreprise et pas les élus du comité d'entreprise qui donnent les éléments aussi. Donc effectivement, cette dimension-là permet une objectivité en tout point. Je vais aussi vous faire peut-être un petit détail. Les experts comptables sont également assujettis à un devoir déontologique de juste décrire une réalité et de pas d'orienter leurs propos sur quoi que ce soit. Monsieur Nel l'a dit lui-même sur Society, on est les ouvriers du XXIe siècle. Et c'est vraiment ça parce que la cadence est infernale et c'est très compliqué. Moi, je considère qu'on n'est pas payé à la juste valeur de ce que l'on fait. Voilà. Quand vous signez un contrat dans les centres d'appel, vous pensez pouvoir le faire à long terme, mais vous vous rendez compte très vite que c'est un travail qui est harassant et que d'une certaine manière, même le corps médical vous dit que la moyenne fait qu'un conseiller reste 3 ans dans le secteur de conseil, après il s'en va parce que sinon il met en péril sa santé. Donc je considère que pour ces 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi ça va faire 6 ans, passer à effectivement être en tant que conseiller, je considère que la rémunération n'est plus adéquate. Je ne dénigre pas le métier, justement je trouve que c'est un beau métier mais il n'est pas assez mis en valeur. Et quand on voit la casse sociale qui se passe, moi mon rôle en tant que représentant syndicat c'est de trouver des solutions, d'essayer de concerter du monde, d'alerter l'opinion publique pour trouver des solutions pour que ce métier ne disparaisse pas. Parce que j'entends souvent qu'il sera voué à disparaître, à être automatisé. Et je pense que la relation client, c'est la base de tout en France. Et donc moi, je prône que ce métier perdure, mais qu'il soit rémunéré à sa juste valeur et respecté à sa juste valeur.